Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là pour partager des choses avec vous, d'être ici au Québec. Ça fait 4 ans que j'étais là et c'est une joie très très renouvelée. Oui, j'aimerais apporter ce soir quelques éléments qui permettent de comprendre peut-être, en tout cas d'approcher la nature de ce que l'on appelle très trivialement « je ». Hein, tout le monde a cette faculté de dire « je », mais qu'est-ce que c'est « je » ? Qu'est-ce que c'est cette chose-là que « je » ? Et j'aimerais commencer par une chose très simple mais pourtant fondamentale, qui est la façon, le rapport que nous avons avec le temps. Le temps, nous le vivons d'une façon chronologique, n'est-ce pas ? C'est une autre façon de vivre le temps. C'est qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et nous passons nos journées, nos semaines, nos années, notre vie, en fait, à chercher avant les raisons de ce qui se passe maintenant, toujours. Quand on est pédagogue et qu'on voit un enfant qui a un souci, eh bien on va chercher avant ce qui s'est passé. Peut-être que cet enfant a mal dormi, peut-être qu'il a des problèmes dans sa famille, peut-être je ne sais quoi. On essaye de trouver avec cette expertise-là la cause de cet événement pour pouvoir pallier à cette cause. Et de la même façon, quand on a compris la cause, on la projette plus loin. On s'imagine après. Je ne sais pas développer beaucoup plus parce que ça me semble assez évident. Simplement, il m'est important de mettre une certaine conséquence là-dedans. C'est que si vraiment le temps n'est que chronologique pour nous autres humains, exclusivement chronologique, si on prend ça vraiment au sérieux, alors il faut comprendre que tout ce qui nous arrive, absolument tout ce qui arrive, est donc déterminé par quelque chose d'avant. Et étant déterminé par quelque chose qui était avant, ne peut pas être nouveau. Il est impossible dans un temps chronologique d'observer quoi que ce soit d'autre que le développement de quelque chose qui était déjà là. C'est-à-dire que dans un temps qui serait strictement chronologique, ou qui ne se vivrait que comme ça, eh bien, tout ce qui existe serait absolument déterminé par ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que nos actes mêmes ne pourraient être que déterminés par ce qu'il y avait avant. La confiance serait conditionnée par le fait que tout se passe bien, par exemple. On pourrait avoir confiance qu'à cette condition. Le courage serait conditionné par le fait qu'il n'y ait pas d'obstacle. On pourrait avoir du courage qu'à cette condition. Je ne parle même pas de l'amour. Ça pourrait être qu'intéressé, ou je ne sais quoi. La liberté consisterait en une réussite. En fait, ce serait impossible dans quelque façon que ce soit, parce que serait espéré dans la mesure où on se détacherait de ce courant chronologique. La liberté passerait par un retrait de tout ce qui est là. Et il se trouve qu'on a tous fait, j'imagine, l'expérience, que c'est justement quand tout se passe mal qu'on peut éprouver une profonde confiance. N'est-ce pas ? Et ça n'a rien de logique. C'est justement quand il y a des obstacles que notre courage est requis. Ça n'a rien de logique non plus, d'avoir du courage quand tout se passe mal, n'est-ce pas, quand il y a des obstacles. Tout ça pour dire que ce qui en nous est capable de confiance, d'une confiance en fait inconditionnelle, ce qui en nous serait capable de cette confiance-là, ou d'un courage, ou d'aimer, ne peut pas être inscrit dans le temps chronologique. Vous me suivez toujours ? Et si cette instance capable de confiance, d'amour, de courage et de bien d'autres choses n'est pas inscrite dans le temps chronologique, elle est donc, comment dirait-on ça, c'est un peu bizarre, elle est donc avant le temps chronologique, s'il y a un avant la chronologie, et après la chronologie, s'il y a un après la chronologie. En tout cas, elle y est avant et après en même temps, puisque c'est pas chronologique.
Donc la part de nous capable de confiance, d'amour, de courage et de bien d'autres choses, n'étant pas dans cette chronologie, étant avant et après toute chronologie, et ce en même temps, puisqu'il n'y a pas de chronologie, est éternelle. Alors maintenant, comment dire, comme nous vivons, comme nous expérimentons le temps d'un point de vue chronologique, l'éternité, comment dire, ce qui est actif, ce qui de cette part de nous, capable de tout ça, pardon, je me fouille, ce qui de cette part de nous se manifestera justement pas avec la chronologie, mais d'une façon antéchronologique. C'est-à-dire que, je me répète beaucoup, mais ce qui en nous est capable de confiance, de courage, d'amour et de bien d'autres choses, apparaît dans notre existence comme venant de l'autre côté. Pardon ? C'est ça. Et puis là, on va faire même une distinction, c'est très sémantique, mais c'est important pour moi, juste pour que ça soit intelligible, entre deux mots qui sont magnifiques dans la langue française, et j'ai pas l'impression que les anglophones les mêmes, c'est futur et avenir. Le futur mais donc le futurus en latin, c'est la prolongation du passé vers plus tard. Le futur, c'est ce qu'on peut s'imaginer qui sera après. C'est jamais que du passé. En fait, le futur, c'est du passé projeté plus loin. L'avenir, comme son nom l'indique, ça advient. Ça vient vers. Donc, effectivement, cette part de nous éternelle se manifeste à travers l'avenir, à travers ce qui advient. Et comme ce qui advient, justement, par essence, est juste à l'opposé de ce qui est advenu du passé, ce qui advient remet en question le passé, toujours. Le passé est prévisible, l'avenir est imprévisible, par nature. Ce qui fait que l'avenir remettra toujours en question le passé, ce qu'on connaît, nos habitudes, tout ce qu'on connaît en fait, est remis en question par l'avenir, tout le temps. Donc, plus on est, comment dire ça? Non, je vais dire autrement. À un moment, il va y avoir une espèce de défi ou d'enjeu important, c'est que entre notre conscience naturelle, qui se souvient très bien de ce qu'il y avait juste avant et puis qui peut imaginer ce qui se passera juste après, et puis ce qui vient d'avenir, il y a un intervalle qui se crée. Cet intervalle, c'est le présent. Mais est-ce que nous sommes présents? Comment sommes-nous présents? C'est toute la question. Parce que bien souvent, on n'y est pas du tout au présent. Alors, il y a des choses qui sont au présent. Nos organes d'essence nous s'ouvrent au monde présent. Notre corps est dans le présent. Mais notre conscience de tous les jours, elle y est à peu près jamais. Pour ne pas dire jamais. Parce que sans cesse, on bascule entre ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, puis le moment qui est là, juste là, on passe dessus. Comme un saut de mouton. Ce qui fait que, bien occupé avec des considérations passées et futures, à se demander, qu'est-ce qu'il va y avoir après, qu'est-ce qu'il y avait avant, plus on est coincé dans cette affaire-là, très naturellement, plus l'avenir va nous surprendre. Plus on est au passé, plus l'avenir va nous surprendre très fort. Vous concevez ça? Et quelque chose qui arrive et qui remet en question un truc qu'on connaît, ça peut s'appeler une malchance. On n'a pas prévu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu, ça ne va pas vraiment dans mes plans, ça ne va pas dans ce que j'avais prévu, ça ne va pas dans le futur que j'avais imaginé. Ça s'appelle de la malchance, ça. Ce qui fait que, en fait, la malchance est la marque de l'avenir. C'est comme la marque d'un éveil. C'est quelque chose... Je suis actif depuis l'avenir dans une malchance qui se présente.
Plus je serai coincé dans le passé, plus l'avenir ressemblera à une malchance. Plus je serai présent, plus ce sera de la chance. Mais entre la chance et la malchance, finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Ça vient de l'avenir. Il n'y en a pas un qui serait mauvaise et l'autre qui serait bonne. C'est juste qu'il y en a une qui est désagréable parce qu'on était dans quelque chose de bien connu, puis tout d'un coup, ça sera moins connu. L'autre qui est moins désagréable, parce qu'on était justement disponible à accueillir des choses qui viennent de l'avenir. Mais il n'y a aucune différence entre la chance et la malchance du point de vue de l'avenir. Vous connaissez cette histoire? Oui, probablement. Cette histoire qui vient c'est un conte taoïste d'un vieux monsieur qui a un beau cheval. Hein? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le dis rapidement, il a un très beau cheval et il est tellement beau que l'empereur voudrait l'acquérir, lui l'acheter même à prix d'or. Mais le vieux monsieur veut garder son beau cheval jusqu'au jour où son beau cheval disparaît de l'écurie. Et alors les voisins disent: oh, mais quelle malchance, tu aurais dû le vendre, au moins tu aurais tous ces torts. Et le vieux monsieur dit: ouf, malchance, chance, qui sait. Et puis, quelques jours plus tard, le cheval revient, il s'était juste enfui et il revient avec toute une horde de chevaux sauvages. Alors, tous les voisins disent: oh, mais quelle chance, tous ces chevaux que tu as maintenant. Et le vieux monsieur dit: ouf, chance, malchance, qui sait. Il confie tous les chevaux à son fils pour les dresser, et son fils se casse la jambe en les dressant. Oh, mais quelle malchance, son fils s'est cassé la jambe. Chance, malchance, qui sait. Et l'empereur passe par là. Et l'empereur réquisitionne, on ne dit pas réquisitionne, je crois, si réquisitionne tous les jeunes hommes pour aller à la guerre. Sauf celui-là, qui a la jambe cassée. Oh, mais quelle chance, mon fils n'est pas pris avec les autres. Chance, malchance, qui sait. Ce serait très, très fameux, en fait, de pouvoir, dans chaque circonstance, voir d'un côté ce qui vient du passé et de l'autre côté ce qui vient de l'avenir. Parce que quand on regarde, comme on le fait habituellement, exclusivement ce qui vient du passé, c'est-à-dire quand on a tout un tas d'explications, qu'elles soient pédagogiques, psychologiques, météorologiques, historiques, tout est basé là-dessus, n'est-ce pas? Quand on fait ça, on ne voit pas l'humain. On voit ce qui explique peut-être quelque chose qui s'est mis ici en place, mais on ne voit pas cette part éternelle capable de confiance, de courage, d'amour et de bien d'autres choses. Nous-mêmes, si on explique notre vie à partir de ce qu'il y avait avant, comment l'expliquerait-on autrement que physiquement peut-être? Ben ouais, je suis là sur Terre, je suis là déjà au Québec parce que j'ai pris un avion, cet avion a été construit quelque part, j'avais décidé de venir parce qu'on m'a proposé de le faire, etc. Je suis là sur cette Terre parce que mes parents se sont rencontrés, eux-mêmes, ils ont des parents, etc. On peut remonter très loin jusqu'à une espèce de soupe protéique originelle. Mais on voit bien qu'on ne préside pas à cette affaire-là, comme ça. En revanche, tout notre décor s'explique comme ça. On peut expliquer ces chaises, cette table, ce ventilateur, on peut expliquer tout ça. Je peux voir que vous êtes vêtu et que vos vêtements, ils ont été tissés et cousus à un certain moment, vous avez bien grandi, bien mangé votre soupe. Il s'est passé plein de choses, mais tout ça, c'est le décor de notre vie. Quand on regarde le passé, on ne voit exclusivement que le décor de la vie. Or, un décor se met en place justement parce qu'à un moment donné, un peu plus tard, un acteur va venir y jouer dans ce décor. C'est-à-dire que les décors que l'on met en place, tout ce que l'on peut expliquer depuis le passé, est causé du point de vue des décors, c'est causé depuis le passé, ok. Mais du point de vue de l'avenir, c'est causé par l'acteur qui a l'intention de venir jouer ici. Si on construit un théâtre, c'est bien parce qu'un jour des gens viendront jouer là-dedans. C'est parce qu'ils viendront qu'on construit un théâtre. La construction du théâtre, elle est déterminée par l'avenir du point de vue des acteurs. Elle est déterminée par le passé du point de vue du matériel. Vous me suivez ? Donc, si je parle d'un enfant dans une école en essayant de comprendre ce qu'il a comme facilité et comme difficulté à partir de ce qu'il y avait avant,
Je ne parle pas de l'enfant. Je parle de ce qui lui est donné comme matériel pour l'improvisation de sa vie. Que ce soit son matériel corporel, c'est l'accessoire le plus proche que nous ayons, son matériel directement présent comme ses parents, son environnement, etc. Mais je ne parle pas de lui. Si j'arrivais à distinguer ce qui de l'avenir veut devenir présent, alors je parlerai de cet enfant. Mais pour distinguer ça, on a quand même un super gros problème, c'est que pour distinguer ça, il faudrait être soi-même un peu présent. Vous voyez, je vous fais un tout petit schéma, c'est très schématique et super simple. Il y a le temps, mince, on n'y voit rien, le temps chronologique qui avance comme ça, quelque chose à l'avenir qui vient, un endroit ici tellement éphémère que certaines personnes pensent qu'il n'existe pas, qui est maintenant en fait, tout de suite, là. Si je m'occupe de ce qu'il y avait avant, ce qu'il y aura après, ce qu'il y avait avant, en fait je suis là, je suis occupé avec le passé. Donc je ne suis pas disponible à accueillir ce qui vient. Ce qui vient, je le répète, à ce moment-là me paraîtra être une malchance et rien d'autre. Ce sera très ennuyeux et j'essaierai de prévoir tout de façon à ce qu'il n'y ait aucune malchance. Je serai très prévoyant. Mais on oublie un truc, c'est que les gens très très prévoyants ne peuvent prévoir que ce qui est prévisible. C'est-à-dire le futur, mais pas l'avenir. L'avenir est imprévisible. Donc on a ce problème de ne pas vraiment être présent et de trop être occupé avec notre tête. Donc nous sommes inattentifs à ce qui pourrait être perçu. Ça c'est aussi un truc qui m'a vraiment très impressionné quand j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps, en relisant Simone Weil, cette philosophe qui, entre autres, a écrit L'Enracinement. C'est qu'un enfant, elle parle des enfants en l'occurrence, des enfants à l'école, mais c'est valable pour tout le monde. Un enfant est inattentif lorsqu'il pense trop. C'est-à-dire lorsqu'il réfléchit trop avant et après, et avant et après, donc il n'est pas présent. Quelqu'un d'inattentif pense trop vite. C'est logique, hein, il a son énoncé, il a lu trop vite. Il n'a pas vraiment perçu ce qui était demandé, parce qu'il s'est imaginé déjà trop vite des choses qui pourraient avoir été demandées. Donc il est pris dans le passé. Une personne inattentive est comme dans une conscience passée. Il s'occupe de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y aura après. En fait, une personne attentive est une personne capable de ne pas penser. Nous sommes tellement trop intelligents qu'en général, nous sommes inattentifs. Alors, il y a deux choses. Comment faire pour être là, présent à ce qui se présente, et d'une, parce que c'est bien joli de ne pas penser, enfin, on va s'approcher avec belle branche. Hein. Donc, comment faire pour être disponible à percevoir ce qui vraiment vient du futur, pardon, de l'avenir. C'est ça, j'ai vu ça. D'une part, ouais, c'est ça. Mais en même temps, comment faire dans cette présence-là pour justement, comment dire ça, pour pas s'endormir. C'est aussi un problème, ça. On a besoin du passé. Vous voyez bien, la conscience de nous-mêmes repose sur le souvenir, sur la faculté de se souvenir. Si on était juste là, bien présent, bien disponible à accueillir ce qui vient, dans le présent, je dirais, il y a le présent, quoi. Or, on a besoin du passé. On a besoin de la faculté de se souvenir pour être présent.
Vous comprenez ça? On connaît ça malheureusement chez des personnes qui n'ont plus cette faculté de se souvenir. Alors, ces personnes sont vraiment au présent, là. Mais le problème, c'est que quand on est au présent sans la faculté de se souvenir, les actes que l'on pose sont justement sans cohérence chronologique. Ça perd un fil. Donc, c'est pas que l'humain, il est juste là. L'humain, il se vit éternellement dans tous les endroits. Donc, comment faire pour être présent? Bien présent. Je vais vous proposer de faire un exercice. Qui finalement reviendra à devenir attentif, si on devient présent un petit peu. Quand j'étais à l'école, ah oui, c'est Michel, on parle de ça aussi. Quand j'étais à l'école, notre professeur nous disait, maintenant, soyez attentifs, je vais vous dire quelque chose d'important. Et alors nous tous, à nos tables d'école, on devenait attentifs. Et on faisait comme ça pour devenir attentif. C'était une espèce d'effort musculaire. Et si on était attentif assez longtemps, ça commençait à devenir pénible, on avait l'impression d'avoir été bien attentif et d'avoir bien travaillé. En fait, on n'avait rien du tout écouté, mais on avait été attentif, solide. L'attention, en fait, l'attention n'est pas un effort musculaire. C'est juste d'être bien là, d'arrêter de penser et de pouvoir être disponible. Ça ne demande aucun effort. C'est juste l'inverse d'un effort, d'être attentif. Mais c'est actif, on ne s'endort pas. C'est une activité sans effort, c'est très étrange finalement. Un exercice que je vous propose, c'est le suivant. On va le faire en deux temps. Le premier temps étant comme un temps préparatoire. Ça suffira, je pense, 30 secondes, 1 minute, on va voir. En tout cas, pendant un tout petit moment. Je vais vous inviter à vous souvenir, comme ça pour vous-même, à vous souvenir du moment où vous êtes rentré où vous avez monté les escaliers. Le moment où vous avez monté les escaliers. Des images viennent déjà quand je l'évoque. Ces images-là viennent toutes seules. Essayez de compléter l'image activement. Essayez d'être vraiment, de compléter tout ça, comment vous vous sentez dedans, comment c'est dehors, comment est la température, tout ce que vous voulez, vous complétez ça pendant 30 secondes, 45 secondes. Voilà, ça suffit. Vous avez constaté qu'en fait, là, il y a un certain effort de souvenir, j'imagine. Peut-être pas gigantesque, mais... Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est une chose très étrange, c'est de vous souvenir de maintenant. On va le dire comme ça. Essayez de vous souvenir de maintenant à jamais. Soyez suffisamment disponible pour vraiment être dans cette attention à maintenant, de façon à vous souvenir de ça à jamais. Toujours. Pendant 30 secondes, 45 secondes. Allez-y. Voilà. J'aimerais bien entendre maintenant ceux qui veulent commencer à faire ça. Ce que vous remarquez. Oui. Moi, je me donne une image forte pour me remémorer par l'image et c'est visuel, c'est les couleurs, la forme. Et l'image, c'est on est tous liés comme des racines d'arbres ici. Donc c'est fort. C'est ça qui va me permettre de me souvenir. Ok, oui. Merci. Moi, je croyais que tu nous faisais une farce parce que je trouve que c'est absurde. Si j'essaie de me souvenir de maintenant, je ne suis plus dedans. C'est ça, c'est un paradoxe. Hein? Ok. J'observais que le premier exercice, je commençais à me remémorer comment j'étais arrivé, mais que ma pensée driftait de loin. J'ai commencé à penser sur les choses. Ouais. Pas très de contact avec mon corps, alors que là, à faire l'exercice d'être plus présent, même si j'étais attentif au monde autour de moi,
il y a quand même un espace qui s'est créé en moi, qui est présent à la respiration, qui est présent à la physiologie. Tout à l'heure, le simple souvenir avec un exercice mental que je vagabondais, puis que j'avais facilement pu dormir. Moi, je me suis peut-être rendu à m'endormir, mais pour l'instant, j'étais dans un espace plus physiologique que ce qui me concerne. Ça aussi, c'est-à-dire l'espace intérieur, sentir tout de suite la sensation du corps, puis une émotion. Ça va tout de suite toucher. D'être ici, c'est comme si tu donnes. C'est ça, je vais toucher, j'ai senti tout de suite qu'est-ce qui m'irritait. Alors que quand je pensais avant, j'étais plus dans la tête. Donc avant, c'est plus dans la tête, il y a des choses qui se passaient là, et puis dans la deuxième phase de l'exercice, c'était dans le corps et dans l'émotion. C'est ça. D'autres témoignages? J'ai l'impression que dans le passé, donc en mon temps, les choses étaient déjà installées. Hein? C'était déjà un vécu, peu importe à quel niveau. Tandis que là, j'avais la liberté de choisir. Dans le fond, est-ce que je veux me souvenir de quelque chose? Et c'est oui, de quoi je veux me souvenir. Et il y avait également une présence, je dirais, accrue à qui je suis maintenant, ou comment je me vis maintenant. C'est ça. Quelque chose comme ça. Oui. C'est ça. En fait, il y a comme une conscience double, enfin, en tout cas une distinction qui se fait entre les souvenirs proprement dit et celui qui se souvient. C'est-à-dire que quand je me souviens de maintenant, je suis actif. Et les souvenirs sont comme en... Il n'y en a pas, mais ce qui est important, c'est se souvenir. C'est l'activité de se souvenir, c'est pas le souvenir qui n'est pas encore là. Alors, c'est cool, ça peut paraître une farce quand on est entre les deux, mais c'est ce qui importe d'éprouver peut-être en le refaisant à un moment, une autre fois, de percevoir que je me souviens est distinct des souvenirs que j'ai. Et je me souviens est présent à ce moment-là. Quand on exerce ça, qui est un exercice fondamentalement compliqué, de percevoir cet état intérieur qui change en le faisant. Alors cet état intérieur est très facile à rappeler, parce qu'on le connaît et on l'a exercé. Et cet état intérieur très facile à rappeler est justement un état attentif. C'est un état où on remarque que des choses sont plus en lien avec le corps. Il y a sans doute des émotions, si jusque-là la tête bloquait les émotions. Donc ça respire, il y a quelque chose qui respire, et puis surtout la tête se calme. La tête se calme, elle qui nous fixe dans le passé, avec ce que l'on sait, ce qu'on compare, ce que l'on prévoit. Donc quelque chose s'installe. Et quand je me souviens au présent, en fait c'est je suis conscient, parce que j'ai besoin de souvenir pour être conscient. Je suis conscient au présent, je suis là, maintenant. C'est un état, comme dit, qui est très attentif, et dans cet état-là, il va être possible d'observer différemment. Je vous promets que si on fait ça à quelques minutes, il y a plein de choses qui nous apparaissent qu'on n'avait jamais vues avant. Vous réessayerez pour. Parce que tout simplement, quand on est au présent, les sens s'ouvrent. Tout d'un coup, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues. On voit des choses qu'on n'avait pas vues. Alors, elles étaient là, mais on n'y avait pas prêté attention, parce qu'on n'était pas attentif.